Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Iliac avec Xavier qui est là et Chloé qui va nous aider à faire des images peut-être un petit peu plus précises que d'habitude. Et là la bonne nouvelle c'est qu'on est cadré aujourd'hui, donc il y a déjà du progrès. On y va pour l'Iliac. On avait déjà vu quoi la dernière fois, Xavier? La commère. Ouais, on avait vu la commère, on avait quoi d'autre? Le test de gilet. Gilet et... Le TFA, TFD. Et TFD et TFA. Tout ça, ça fait partie de quelle famille de tests? Les tests diagnostiques. Voilà, tests globaux, exactement. Donc ce sont les tests globaux qu'on avait vus, et aujourd'hui, on va voir la suite de la routine de test pour l'Iliac, c'est-à-dire, on va passer en décubitus dorsal, on va faire le déparasitage, on va faire ensuite le test positionnel, donc c'est un test analytique, on peut l'appeler test analytique positionnel. Ensuite, test analytique de mobilité. Et enfin, test de palpation musculaire. Donc on y va, on enchaîne la routine. Donc on dit qu'on a terminé tout ce qui se passait debout, observation statique, observation dynamique. On passe en décubitus dorsal et cette fois, on y va à partir de cette position de décubitus dorsal. La première des choses, tu vas enlever tes chaussettes s'il te plaît. La première des choses, ça va être de regarder la position spontanée du patient. Donc là, on demande simplement au patient de s'allonger et on va voir s'il existe des différences de position d'un membre par rapport à l'autre. Chloé, tu vas venir juste là si tu veux bien. Tu vas faire une vue à partir d'ici vers le pied de Xavier. Comme ça, regarde, viens là, approche-toi et fais comme si tu regardais ses pieds, là, de là. Hop. Donc là, on voit qu'il y a une rotation latérale ici qui est beaucoup plus marquée du côté droit que du côté gauche. Donc ça, on va en tenir compte. On voit que c'est sa position spontanée. Ça n'était pas aperçu, là, il est en stress. Okay. Et ensuite, on va prendre ici au niveau des malléoles, on passe les pouces juste sous l'apex des malléoles médiales. Et on vient ramener comme ça, et on regarde si on a une différence de longueur qui est vraiment significative. Donc là, pour quelques 1 ou 2 mm, en fait, on ne considère pas ça comme significatif. C'est au-delà de 4-5 mm qu'on va commencer à s'intéresser vraiment à la question. Donc ça, c'est sa position spontanée. On va regarder également s'il y a un flexum au niveau des genoux, au niveau des hanches, etc. Ensuite, on va faire le fameux déparasitage. Pour ça, je vais te demander de fléchir les deux genoux et de poser les pieds. Voilà. Et là, tu vas décoller le bassin. Tu lèves le bassin, voilà, tu le décolles, tu reposes. Et là, on va allonger ici. Tac. Et donc là, on considère qu'on a fait une mise en tension du plan postérieur, surtout fessier et ischio, de façon symétrique. Et donc, ça va équilibrer les tensions au niveau du bassin. Et donc, on va pouvoir le tester sur un état de tension équilibré. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au test positionnel analytique. Et donc pour ça, on va devoir... C'est faux. On va pouvoir aller palper ici les crêtes iliaques et on va venir sur les EIAS ici. Donc on prend les deux EIAS et on se place à la verticale et on va voir s'il existe une différence de hauteur entre le IAS droite et le IAS gauche. Ensuite, on va se placer au niveau des crêtes iliaques. On va placer les index au niveau des crêtes, les pouces ici qui vont être perpendiculaires par rapport aux index, et on regarde s'il existe une différence de hauteur entre les pouces. Ensuite, on va demander au patient de passer en procubitus, donc sur le ventre. Et sur le ventre, on va effectuer un autre déparasitage, donc on place ici la main sous les chevilles et on amène ici en flexion de genou et on amène encore un petit peu plus loin. Donc là on y va vraiment très doucement parce que si on force vraiment la flexion de genou dans cette position là, ça peut entraîner une hyperlordose au niveau lombaire, donc des douleurs lombaires basses. Donc on y va vraiment très light ici et on ramène passivement dans cette position là. Là on va procéder aussi au test positionnel et pour ça on va repérer les EIPS. Donc on se place ici au niveau des EIPS et on va regarder s'il existe une différence de hauteur d'une EIPS par rapport à l'autre.
Quelque chose que j'aurais pu faire également, enfin vous montrer tout à l'heure sur les EIS et que je vais faire là, c'est que on a cette vision ici très verticale pour voir s'il existe un pouce plus haut que l'autre, mais on peut aussi avoir une vision plus horizontale où on vient ici sur la partie postérieure de l'EIPS et on regarde au niveau de nos pouces si on a un pouce qui est plus postérieur par rapport à l'autre, ce qui va nous donner une indication de la position de l'EIPS droite par rapport à l'EIPS gauche. On peut regarder de la même façon ici les crêtes iliaques, pareil avec les index et les pouces qui sont perpendiculaires. Donc là, c'est une histoire de hauteur d'un pouce par rapport à l'autre. Et ensuite, on va pouvoir palper les tubérosités ischiatiques en venant ici juste sous la fesse. Donc là, tu vas pouvoir clouer venir de ce côté-là. Voilà. Donc on vient avec les pouces ici sous la face inférieure de l'ischion et puis on se place à la verticale et on voit si on a un pouce qui est plus haut que l'autre. Voilà. Donc ça, ce sont les points à vérifier au niveau positionnel, au niveau des iliaques. Et ce qui va attirer notre attention dans ce test-là, c'est si on a EIPS, EIAS et tubérosité ischiatique qui sont en position supérieure par rapport au côté opposé. Et quand on a ces trois points hauts, ça va signer très souvent une dysfonction d'upslip ou d'iliac sup. Enfin, donc c'est synonyme. Upslip, iliac sup. Ouais, je précise parce que parfois il y a des confusions. Ok, là tu peux repasser sur le dos. On a fini avec le test positionnel. On va pouvoir passer au test de mobilité. Donc c'est un test analytique de mobilité. Là, tu t'allonges. On commence en bilatéral. Et pour le test bilatéral, on va faire un point fixe ici sur un iliaque, qu'on va fixer donc dans la table, et une main ici qui va être en appui sur le IAS contralatéral, et on va effectuer une rotation postérieure ici, suivie d'une rotation antérieure ici, au niveau de cet iliaque. Ensuite, donc on apprécie ici l'amplitude de la rotation post, le retour au neutre, l'amplitude de la rotation ante, le retour au neutre. Okay. Ensuite, on va changer de côté pour avoir exactement le même angle d'attaque dans la mobilité. Donc je fais un point fixe ici, et je viens mobiliser ici en rotation postérieure, retour au neutre, rotation antérieure et retour au neutre. Donc ça permet de savoir si on a une restriction de mouvement dans une des directions. Et là, ça bouge. Là, ça bouge. Moi, je sentais rien du tout. Ah, tu sentais pas le... Si. On a une mobilité qui est un peu réduite au niveau sacro-iliaque, mais on a une mobilité que tu vas sentir facilement, parce que physiologiquement, tu as besoin de cette mobilité pour la marche. J'étais sur le point de dire quelque chose, oui. Comme on a eu le TFD qui nous a, comme on l'avait évoqué tout à l'heure, désigné un côté dysfonctionnel au niveau d'un iliaque, ou en tout cas mis la puce à l'oreille par rapport à une possibilité de dysfonction là. Là, on va voir par le test de mobilité, confirmation. Donc d'abord par le test positionnel, puis par le test de mobilité, confirmation de cette dysfonction, ou pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le test de mobilité va l'emporter sur tous les autres tests. Si ton TFD est négatif, si ton test positionnel est négatif, mais que ton test de mobilité t'indique vraiment qu'il y a une dysfonction, c'est que tu as une dysfonction. C'est le juge de paix. C'est celui qui donne le dernier jugement. Donc ça, c'était en bilatéral. Ensuite, on peut le faire en unilatéral. Donc en unilatéral, je vais passer ma main ici derrière. Je vais venir crocheter au niveau de ton EIPS et je vais venir placer la pulpe de mes doigts au niveau du sulcus. Donc on est sur le sacrum. Devant, je vais prendre au niveau de l'EIS et je vais postérioriser ici en rotation postérieure l'iliaque de façon à faire un point fixe ici sur le sacrum et apprécier cette capacité de rotation postérieure. Donc on est ici, là je fais un point fixe au niveau du sacrum et là j'entraîne la rotation postérieure. Je me place de l'autre côté, je fais la même chose et je vois voilà, quelle est l'amplitude que je ressens vers la rotation postérieure. Pour la rotation antérieure, il faut que tu te places en procubitus.
Et là, on va faire un point fixe ici au niveau du sacrum. Donc il y a plusieurs façons de faire. Soit on place la main comme ça, soit on vient ici faire vraiment le point fixe au niveau du sacrum. Et on va positionner ici l'éminence ténare sur le IPS. On place les doigts ici au niveau de la crête iliaque. Et on va antérioriser ici l'iliaque, tout en faisant un point fixe au niveau sacré, puis revenir au neutre. Juste un appel, je sais pas si c'est important. Ok, je regarde. On laisse tomber. Donc, ici, on fait un point fixe au niveau du sacrum, EIPS, où on antériorise ici l'iliaque et on revient au neutre. Donc là, on a fait, au niveau de l'iliaque, les tests positionnels et les tests de mobilité au niveau des rotations antérieures et rotations postérieures. Mais on a un autre type de dysfonction dont on a parlé tout à l'heure, c'est une dysfonction d'in-flare-out-flare. Donc là, tu vas te mettre en décubitus dorsal, donc sur le dos. Là, il va falloir que tu lèves. Voilà. Et donc là, on va utiliser au niveau positionnel la distance entre l'EIAS et l'ombilique. Donc là, on a une distance EIAS ombilique et on va garder cette même distance et on va la comparer avec le côté opposé. Et on regarde si c'est la même chose. Dans le cas d'un in-flare, on va faire un tout petit rappel là sur in-flare-out-flare. À l'origine, des in-flare-out-flare sont des dysfonctions viscérales. Quand on a un spasme viscéral, l'organisme va essayer de recouvrir cette zone pour qu'il y ait le moins de... pour relâcher la tension qu'il y a là. Donc elle va venir au contact de cette zone de spasme. Donc ça, c'est un in-flare. Pour amener la iliaque vers le dedans, comme ça en fermeture, globalement, ça va être les muscles obliques qui vont être sollicités et un petit peu le muscle iliaque. Au contraire du spasme musculaire, on a la congestion viscérale. Si au niveau digestif, on a une congestion, un espace donc congestif qui supporte mal la pression, du coup, l'organisme va faire en sorte de s'ouvrir pour limiter la pression sur cette zone. Dans ces cas-là, on va avoir un out-flare, c'est-à-dire que l'iliaque va s'ouvrir vers l'extérieur. Et donc, ce sont les muscles moyens fessiers, surtout, qui vont participer à l'ouverture comme ça de l'iliaque. Donc, ce seront les muscles à aller investiguer après pour voir s'ils sont sous tension. Donc là, on a fait un test positionnel de l'in-flare-out-flare, ombilique EIAS, ombilique EIAS. Maintenant, il va falloir faire un test de mobilité. Et pour ça, on va se placer ici, au niveau des crêtes iliaques, de part et d'autre. Et on va faire une pression ici sur les crêtes iliaques vers le dedans. Donc idéalement, on fait un point fixe ici au niveau d'une crête iliaque et on pousse avec l'autre. Puis on fait un point fixe de l'autre côté et on pousse de ce côté-là. L'idée, c'est de voir si les crêtes iliaques veulent bien aller vers le dedans. S'il y en a une qui veut bien y aller et que l'autre ne veut pas y aller, si elle ne veut pas aller vers le dedans, c'est qu'elle est en dysfonction d'ouverture, qu'elle est en out-flare. Donc ce test-là, en essayant d'aller vers le dedans, on va nous mettre en évidence des dysfonctions d'out-flare, c'est-à-dire d'ouverture au niveau de l'iliaque. L'autre test, le deuxième test, consiste à placer l'éminence hypoténare, et donc le pisiforme, au niveau de l'EIAS, au niveau de sa partie interne. Et là, on va effectuer une poussée ici vers le dehors. Donc point fixe, je pousse vers le dehors, point fixe, je pousse vers le dehors de l'autre côté. Et donc, si l'iliaque ne veut pas aller vers le dehors, c'est qu'il est en dysfonction d'in-flare, c'est qu'il est en fermeture. Donc ce test-là permet de mettre en évidence les dysfonctions d'in-flare. Ok, ceci étant dit, on a donc mis en évidence les dysfonctions de rotation antérieure et rotation postérieure grâce au test qu'on avait vu tout à l'heure, positionnel et mobilité. On a vu le test qui permettait de mettre en évidence les dysfonctions d'in-flare et d'out-flare ici, et on a vu aussi en positionnel les 3 points hauts qui permettent de mettre en évidence les upslips. Donc là, on a l'ensemble des dysfonctions au niveau iliaque. Pour terminer la routine de test, on va effectuer aussi une palpation musculaire. Et la palpation musculaire va être dirigée vers les muscles qui maintiennent ces dysfonctions. Pour une rotation antérieure d'iliaque,
ça va être principalement droit fémoral, carré des lombes. Pour une rotation post, ça va être grand droit, ischio-jambier. Pour un in-flare, ça va être principalement les obliques et un peu le muscle iliaque. Pour un up-flare, le moyen fessier. Et pour un up-slip, ça t'écoute pas, je te laisse verser. Pour un up-slip, comme c'est traumatique, il n'y a pas vraiment de muscles qui sont concernés par le maintien de la dysfonction. Je vous rappelle que l'up-slip, ça a lieu le plus souvent quand on saute d'un muret, d'un camion, d'un tracteur, et qu'on arrive sur un pied et qu'il y a ce mouvement de cisaillement. Et donc, C'est ça. un iliaque qui est maintenu en position. On saute souvent d'un tracteur, comme ça. Ouais, c'est ça. Ça dépend des milieux, tu sais. Voilà, il y en a qui utilisent le tracteur régulièrement. Et donc, on peut avoir un glissement comme ça de l'iliaque vers le haut, qui peut s'accompagner de tension musculaire périphérique, mais cette dysfonction n'est pas liée à une tension musculaire à l'origine, c'est vraiment traumatisme, sur un traumatisme. Donc, c'est une dysfonction aphysiologique, contrairement à toutes les autres qui sont des dysfonctions physiologiques. Ok, là on a fait le tour pour la routine de test. Donc je rappelle les différents tests. Observation, donc statique et dynamique. Après on va faire les tests globaux, donc TFD, TFA, Comer, JV simplifié. Ensuite on passe en décubitus dorsal et donc là on regarde l'attitude spontanée. Ensuite, on fait déparasitage. Et ensuite, on va faire test analytique statique, positionnel. Test analytique de mobilité. Et ensuite, on va faire le test de palpation musculaire. Et là, voilà, on est bon. Et tous ces tests, c'est à quel moment que tu dis que tu vas faire des tests sur l'iliaque justement? Parce que si tu vas tester chaque os du corps, t'es pas couché quoi. Alors, ça peut être soit par rapport au motif de consultation du patient, à la plainte, à la douleur qu'il ressent, s'il ressent une douleur au niveau sacroiliaque, au niveau d'un moyen fessier, au niveau d'une EIS. Et éventuellement à son histoire, aux différents traumatismes qu'il a pu avoir. Et puis après, ce sont les tests globaux qui vont t'amener à ça. Donc c'est une sorte d'entonnoir comme ça. Donc tes tests globaux, ils te permettent de voir, de ne pas avoir à tout tester de façon analytique, à regarder globalement comment se comporte le patient et à dire ok, j'ai ce qu'on appelle un faisceau de présomption par rapport à telle ou telle région, par rapport au test que je lui ai fait faire. Donc là, je vais aller vraiment tester en analytique cette zone-là. Traditionnellement, on dit qu'on va aller tester en analytique l'unité fonctionnelle, donc le corps composé de plusieurs unités fonctionnelles, mais là il faudrait qu'on prenne un temps pour discuter de tout ça. Mais imaginons donc unité fonctionnelle, membre inférieur, bassin, rachis, etc. Et donc, si le patient vient pour un motif bassin, je vais tester en analytique toute l'unité fonctionnelle bassin et également l'unité fonctionnelle sus et sous-jacente. Voilà. Et le reste, je peux me permettre de le faire en global. Voilà. Donc, globalement, on fonctionne comme ça. On ne peut pas tout tester en analytique, mais par contre, les tests globaux vont nous permettre déjà d'orienter notre bilan pour y consacrer. Enfin, il faut y consacrer du temps, mais être le plus efficace possible en fait dans le bilan. On passe aux techniques. Vas-y. 1, 2, 3. C'est parti. Non, 1, 2, 3, de façon JJB quoi. 1, 2, 3. Aïe. T'as pas fait tous.